Alors, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Bon, écrivain et éditeur numérique, qui va nous parler justement de ces deux aspects de son travail. Dans un premier temps, plutôt une présentation de Publinet, qui est donc une plateforme d'édition numérique à laquelle la bibliothèque est abonnée et à laquelle vous pouvez accéder sur le site de la bibliothèque en étant inscrit au service bibliothèque numérique. Alors pour l'instant, l'accès à cette plateforme n'est possible que dans la bibliothèque et on est en train de travailler pour la rendre accessible à distance. La deuxième partie, donc ce sera sur Publinet et sur l'actualité du livre numérique. Et dans une deuxième partie, François nous fera une lecture de son dernier ouvrage « Autobiographie des objets », paru cet été. Et par contre, il y aura évidemment des temps d'échange. N'hésitez pas à poser des questions. Et voilà. Et à la fin, si François pourra éventuellement dédicacer les livres, donc ils seront en vente au fond de la salle. Voilà. Bon après-midi. Ouais, tout ça, ça fait bien beaucoup. C'est la preuve que c'est pas clair chez nous. Donc on a 1 heure à passer ensemble déjà. Donc c'est pas public.net. Enfin bon, de toute façon, vous pouvez tout trouver. On a un axiome. Oui, ça je vais pas m'en servir longtemps. Hein. STWF. See the web first. En fait, tout ce qu'on dit, quand on peut le retrouver sur il n'y a pas besoin de nous, c'est facile après. Donc plutôt, pour moi, le plus important, c'est de partager en fait les questions et pas partir donc en amont et puis pourquoi on travaille là et qu'est-ce qu'on essaye d'y faire et puis comment à quoi on se confronte, à quoi on se heurte, des fois même difficilement et sauvagement. Puis qu'on garde un moment pour parler. Et puis Manuela, que si je viens pour parler numérique, c'est quand même pas très sérieux, il faut quand même parler des livres que je fais en papier, alors on rajoutera un petit bout de lecture après, mais ça prouve bien que symboliquement c'est pas gagné, on est bien sur le terrain déjà. Alors comment je sais même pas, là ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble à discuter, j'ai toujours pas trouvé comment on ferait le point de départ. J'aurais presque envie de parler ouais, il faut que je me mette en route d'abord, et ce sera que du vrac. Donc après vous m'enverrez les notes, je les remettrai en ordre, et je vous enverrai des bonnes notes bien en ordre, mais je peux pas faire autrement. Du vrac parce que tout est... je dirais qu'on est dans un moment très particulier, mais vous le savez tous, où on n'a plus rien de stable. Mais en même temps, déjà, tout de suite, là, on va être dans le travail. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un moment où l'histoire de l'écrit, par rapport à ce que l'écrit représente, ou même la convocation de l'écrit comme forme particulière de représentation, est indépendante des supports qui lui permettent comme ça même pas forcément de se reproduire, de circuler, indépendamment de se reproduire. Je ne tiendrai pas 1 heure à ce niveau-là, de toute façon, donc rassurez-vous. Et en même temps, si on déplie déjà ce petit prisme, qu'est-ce qu'on peut trouver comme grandes figures qui sont peut-être simplement ce qu'on a pu oublier pendant quelques décennies, parce que la figure du livre nous semblait, disons, le dernier avatar étant l'arrivée du livre de poche, relativement stable, et donc qu'on pouvait s'inscrire dans un processus d'écriture, représenter du fragment de monde, partir comme ça, que ça s'appelle roman, ou que ça s'appelle non-fiction, comme disent les Américains. Si j'ai le temps, je vous raconterai un petit peu aussi ce genre de problème. Des catégories et du tri et de la prescription, il y a plein de trucs à dire. Et que ce processus-là, on l'insérait dans une chaîne de fabrication. Par exemple, typiquement, un éditeur comme Le Seuil, vous avez affaire à la personne qui vous suit éditorialement, avec lesquelles on se met d'accord sur le manuscrit, on peut se mettre même d'accord soit sur la commande, c'est-à-dire dans le premier état du manuscrit. Ensuite, ce manuscrit, une première lecture, ou la notion d'édition, ce qui est aussi très important, parce que en ce moment, par exemple, je suis gêné de ne pas faire le clown des 2 mains, mais c'est pas grave.
voyez un petit peu la difficulté quand je dis tout à l'heure monde d'instabilité, c'est quand même quelque chose d'apparemment simple. Là, par exemple, décrire comment ça se passe dans une maison d'édition classique comme Le Seuil, je prends elle parce que je la connais mieux que les autres, mais ça pourrait être d'autres tout aussi bien. La notion, par exemple, du geste éditorial, c'est-à-dire la simple posture qui est quand même décisive, c'est-à-dire se positionner comme lecteur privilégié, c'est-à-dire j'accueille un texte comme éditeur, je suis le premier à porter un regard d'après ce simple chose de l'auteur, je n'interviens pas comme un marchand d'art, mais j'interviens comme quelqu'un qui va déjà pouvoir renvoyer la démarche artistique de l'auteur dans un processus déjà avec un dehors, et que ce dehors, ensuite, on va pouvoir l'articuler avec une zone de publication, mais la relation éditeur-auteur n'est pas, elle, une zone comme ça, elle est en amont de la publication, et pourtant elle est décisive. C'est pas même dans les... en pensant comme ça des trucs genre rentrée littéraire, qu'est-ce que c'est fascinant dans l'histoire de la littérature, même contemporaine, de lire comme ça, c'est en quoi chaque histoire d'un grand texte est l'histoire aussi d'une rencontre. Pensez à Samuel Beckett avec 7 livres que personne n'avait voulu, et c'est sa compagne qui était prof de piano, Suzanne Beckett, qui allait promener dans un panier à provisions les 4 gros manuscrits ou 7 gros manuscrits de Beckett. Lui voulait même pas s'en occuper, et puis Jérôme Lindon qui avait racheté une maison d'édition à Vercors fondée dans la Résistance, mais qui lui venait d'une grande famille, la Banque Lazare, le André Citroën, et qui tout d'un coup tombe sur cette espèce de mine de textes, et en même temps on est en 1947, c'est seulement en 1954 qu'il y aura En attendant Godot et la reconnaissance de Beckett. Mais donc, peu importe ces trucs-là, moi je me rappelle par exemple, je m'étais promis, si tu veux parler numérique, je me disais dans le train, ne pars pas dans des anecdotes, mais c'est pas facile. On me rappelle par exemple, oui mais c'est bien aussi d'être sur ce truc-là. Après tout le reste en découle, et on a quand même 1 heure pour se balader là-dedans. Dans les derniers temps de Beckett, je ne sais pas ce que c'est ça, c'est pas à moi. François Bon, octobre 2012. Ça ferait pas. Lindon qui soulève 2 feuilles comme ça et qui dit voilà, Beckett appelle ça son dernier livre. Et en même temps, ces 2 feuilles dactylographiées qui étaient des choses que Beckett à ce moment-là n'écrivait pas beaucoup, avait retrouvé comme ça d'un moment ancien, mais tenait comme ça. Pour lui, il y avait justement une unité de publication, un format. C'est tout un vocabulaire quand même qui est important, parce que à mesure qu'on s'habitue comme ça à cette espèce de normalisation d'objets, normalisation tout à l'heure dans le bureau, ici il y a un catalogue Dewey, donc tous les livres ont une référence 824.8, 824.2, etc. etc. Et on va revenir sur ces univers-là, mais je veux dire que l'histoire de la littérature a toujours été comme ça, celle de comment accepter des formats ou des aventures d'écriture qui, a priori, ne correspondent pas à une continuité. Mais ça, c'est une banalité du point de vue de ce qu'on pourrait dire de tous les mouvements artistiques. Mais cette espèce de conflit qu'il y a entre un nouveau qui se plie pas, c'est-à-dire Lindon disant « qu'est-ce qu'il veut que je fasse de 2 feuilles dactylographiées ?» Et la forme livre, ça s'est traduit, c'était un petit bouquin qui est toujours chez Minuit, qui s'appelle « Images ». Et puis c'est complètement magnifique quand on aime Beckett. Lindon qui était un fin commerçant, vous ouvrez le livre, il y a 3 pages blanches, après il y a le texte écrit en beaux gros caractères, il arrive à tenir 30 pages comme ça, après il met 3-4 pages de blanc, et puis il vendait ça 15 francs à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on est fiers, nous, justement, là tout de suite, on arrive dans un autre point un petit peu sismique, d'avoir un objet, c'est-à-dire une transaction commerciale, pas forcément une relation marchande, c'est-à-dire si on emprunte ce livre à la bibliothèque, qui elle va faire sa propre reliure, va mettre son propre code-barre, mais dans l'intérieur, ce sera toujours la petite rareté de Beckett, donc c'est pas la relation marchande qui commande, mais je dirais la médiation par l'objet, de même qu'ici il y a une artothèque, dire l'importance que j'accorde à ce texte, le temps intérieur que je vais avoir. C'est un texte court, mais je sais qu'il va être dense, donc il va me demander un temps. Je ne dis pas ça non plus complètement par hasard, parce que
cette relation de la lecture comme temps, c'est aussi quelque chose qui n'a jamais été oublié. Pour trouver des textes de Baudelaire, le peintre de la vie moderne, donc pour trouver des choses de Montaigne et tout ça, mais c'est un critère comme ça, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui économie de l'attention, par exemple, qui va revenir comme ça sur le dessus, et donc ce dépôt de temps potentiel, comme disait à TF1, le temps de cerveau disponible. Non, il n'est jamais disponible pour Beckett, nous c'est autre chose. Mais se dire que, dire dans cet attracteur étrange, mot de l'astronomie, où on peut comme ça entrer, on sait que dans ce Beckett, on va jouer quelque chose de notre intérieur, de notre expérience intérieure, mais qu'on va le jouer dans un temps qui va produire lui-même sa densité, parce qu'il va nous imposer, y compris par le feuilletage, le silence, une linéarité, et donc la prise d'écart, l'écart avec le monde environnant, le bruit parasitage, se joue comme ça dans la forme même de cet objet qu'on a acquis ou emprunté, mais qui passe par une matérialité qu'on appelait là, en ce cas, le livre, même s'il s'agit d'un livre complètement à côté des formes comme ça les plus convenues de l'époque. Ça peut... Où en est ce vocabulaire pour partir comme ça complètement à vrac? Ouais, j'étais parti, pas que j'ouvre trop de choses en même temps, donc je disais, dans une maison d'édition classique comme Le Seuil, peu importe, il y a cette relation comme ça avec l'éditeur qui se crée, où la conception, justement, ça aussi c'est intéressant, la conception matérielle de l'objet. Beckett, il ne pense pas objet, il pense son texte. Beckett, c'est quelqu'un, vous savez, qui fait aussi du théâtre, de la mise en scène, qui a fait des pièces muettes, où il y a simplement des gens qui font des mouvements comme ça, sans du tout de texte. Il y a une pièce comme ça de danse qui doit faire dans les 12 minutes. Mais qu'est-ce que c'est dans l'œuvre de Beckett qu'une œuvre silencieuse qui passe par des mouvements? Est-ce qu'elle est en rupture avec la notion d'écriture? Je dirais non. C'est que Beckett, par exemple, cette notion-là, ce petit texte dont je parlais s'appelait « image ». Cette notion pour lui comme ça de regard, ça s'est passé à un moment donné. Il voulait faire un film avec Charlie Chaplin. Chaplin n'a pas accédé à sa demande. Vous savez que Beckett a fait ce film avec Buster Keaton. C'est un film qui dure quoi? Ça s'appelle L'œil, ça dure 16 minutes. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. Répondez pas tous à la fois. Ouais, c'est marrant. Mais ça aussi, justement, c'est un truc intéressant. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Beckett, dire « j'ai Buster Keaton à ma disposition » parce qu'à ce moment donné, ce qui est pour moi le rapport au langage, et le rapport au langage dans son rapport à l'extérieur, dans son rapport au monde, et vous savez que, continuons sur Beckett, c'était bien marqué, conférence sur Samuel Beckett dans le programme. C'était, vous savez, c'est ce moment où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est cette histoire de type... on va vous raconter la vie de Beckett, on n'est pas là pour ça. Mais en même temps, dans ses biographèmes, c'est peut-être justement pour moi, à la limite, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, oui, on est perturbé, oui, il y a du risque, et je vais y revenir. On ne sait pas ce qui se joue dans ces petites conneries de plastique qui sont obsolètes en quelques mois, et c'est pas la question importante. Mais précisément, parce que ce dont, là, j'ai amené juste ça en partant à côté de ma quincaillerie, c'est pas une rareté, c'est un truc même trouvé par hasard, c'est un petit Rabelais de 1792, je crois, mais en même temps... vous voyez, même en 1792, il a tenu le choc. Mon Kindle, il ne va pas tenir 2 ans. En même temps, vous voyez que en format, la taille écran du livre et la taille écran de l'iPhone, elle est strictement la même. Donc quelque part, quand je lis aujourd'hui mon Proust ou mon Montaigne via mon petit bousin comme ça, je ne suis pas finalement si éloigné dans le rapport objet de la taille de ça, sauf que l'iPhone sera beaucoup plus perfectionné parce qu'il va me permettre de pincer les pages, d'élargir le caractère, il va me donner un moteur de recherche et d'occurrence et tout ça. Bon,
que je ne me perde pas. Mais on avait, nous, associé comme ça l'écriture à une pérennité, c'est-à-dire que dans le travail multiforme de n'importe quel auteur, et là que vous preniez Kafka, que vous preniez Baudelaire, ou Flaubert, ou tout ce que vous voulez, et pareil, on ne va pas se perdre, la relation au langage n'est pas d'abord, elle le devient peut-être avec Flaubert, mais même Flaubert c'est plus compliqué que ça, ne nous perdons pas. Mais il y a, comme chaque fois qu'on déplie comme ça la petite case littérature, la notion d'expérience qui a été formalisée par Bataille de façon, enfin, peut-être au plus chez lui, elle ne se lie pas d'abord à l'objet livre. Pour reprendre mon exemple de Beckett, à un moment donné, c'est dire le travail que je fais constamment avec le langage sur la relation de comment je prononce le monde, comment mon expérience est appelée dans la violence extérieure du monde ou l'étonnement du monde, comment produire cette curiosité, comment je peux arriver à me nettoyer l'œil pour que l'œil soit neuf devant quelque chose même d'extrêmement banal dans le monde. Là, on est chez Beckett complètement. Et à ce moment donné, pour lui, c'était dire « je veux filmer un œil, et je vais filmer un œil en gros plan pendant 16 minutes, le personnage, il va lui arriver des trucs, mais j'ai besoin que cet œil soit celui, c'est pas Charlie Chaplin, mais ce sera un acteur sans doute aussi immense et donc dans ce cas-là, c'est Buster Keaton. Je pense pas que l'œil soit une œuvre mineure de Beckett par rapport à des livres comme Compagnie ou Mal vu, mal dit. Ceci dit, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en même temps, pour moi, et pour tracer ma route, c'est peut-être à partir de ça qu'on peut poser autrement ce qui se passe en termes de mutation. C'est-à-dire que la mutation numérique affecte effectivement lourdement l'objet en tant que tel, et le fait que du côté lecteur, on vient à notre expérience intérieure, c'est-à-dire on vient à notre... on se met dans un temps dense, on se met dans un parcours dense, en s'appuyant sur la médiation de l'objet comme ça. Mais cet objet lui-même n'est pas quelque chose qui est dans le même rapport de nécessité dans la démarche de l'auteur. Dans la mesure où, dans la démarche de l'auteur, pour Beckett, les 2 pages dactylographiées étaient la destination ou le mode d'existence suffisant de son travail, que dans son travail même, je me répète, faut que je me mette en boucle, mais ces notions, par exemple, le film qui date de 1965, donc qui est à peine un petit peu antérieur à ce texte L'Image, qui parle aussi de la notion d'image, c'est pour lui au même état de nécessité et de temps d'implication de vie, et en même temps, oui, c'est là où je rejoignais ce premier biographème, vous savez, bon, c'est un gars qui était, malgré les apparences, un gars qui était très physiquement... cette espèce de grand échalas, quand il était gamin avec son frère, par exemple, leur grand truc, c'était de se baigner par tous les temps en Irlande, et surtout l'hiver, parce qu'il y avait une espèce de falaise à 35 mètres de haut, ils attendaient qu'il y ait des braves familles qui passent pour se promener, et lui et son frère, tout nus, passaient en courant et se jetaient 35 mètres plus bas. C'était leur jeu préféré par rapport aux gens, mais ça donne une dimension. Il payait ses études en étant moniteur de tennis. C'est des trucs qu'il faut... resituer ces machins-là comme ça, et vous savez, chagrin d'amour, mère omniprésente, plein de furoncles sur la gueule. On ne peut pas envoyer à Paris lecteur à Normal Sup, puisque sa fac avait un partenariat, quelqu'un qui bégaye et qui ne dit rien. Donc la première année, non, pas Beckett, c'est un autre. Deuxième année, c'est pas Beckett, c'est un autre. Et la troisième année, le Beckett est en pleine dépression, machin, chagrin d'amour, furoncle et tout. Allez, on le laisse partir 1 an à Paris. Et vous savez que Beckett, à Paris, quand il a été à Normal Sup, il a rencontré, en fait, en tant que lecteur, il n'a jamais quitté sa chambre, il a rencontré un étudiant qu'il supportait parce qu'ils buvaient des bières ensemble. Allez, on s'en fout de ça, c'est tout. Mais en même temps, pour moi... Gardons, c'est le hasard fait qu'on est parti sur Beckett, pas grave. Dans cette période, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tous les jours, il va voir un autre Irlandais qui est mutique aussi, il va voir James Joyce. Et ils font leur promenade ensemble, parce que Beckett, d'un côté, travaille avec André Dubouchet et un groupe d'autres à faire des premières traductions de Finnegan's Wake, qui est un livre écrit en plein de langues. Je veux dire, je ne suis pas à côté du numérique dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est de restituer une figure plus complexe de l'écriture
que le commerce ou la diffusion du livre peut nous éloigner parce que justement elle est dans une apparente figure de stabilité, et qu'en même temps, pour moi, la joie ou l'importance qu'il y a à chercher dans le numérique, malgré l'état préhistorique, je le prends au hasard, et vous voyez, Kindle, pour vendre son Amazon, il met un fond d'écran avec des stylos plumes, donc on est bien typique là de... Je vais vous en dégoûter encore un peu plus de ces machins. Mais, oui, une figure où si on prend ce truc de complexité, pour moi, l'axiome finalement principal, c'est que l'intérêt de ce genre d'outils, y compris dans le fait de lire connecté, je vais y revenir aussi, c'est qu'on peut finalement garder dans l'objet achevé, c'est-à-dire l'objet qui appelle, lui, cette médiation individuelle et ce dépôt de silence et cette mise en travail intérieur qui, dans le temps où vous allez être concentré dans cette lecture, va vous mettre en chemin dans un espace langage avec le monde autour ou pas. Dans Saint-Augustin, par exemple, il y a le monde autour, mais certainement plus distant que dans la logique de Hegel, avec la guerre napoléonienne, etc. Mais que finalement, quelque part, on est dans le même endroit parce que l'outil comme ça qui permet aussi cette espèce de dépôt ou cette espèce d'étape un petit peu stable où la lecture va pouvoir venir se mettre en travail comme ça, préserve en elle un peu plus de complexité de ce champ comme ça hétérogène de l'écriture, où le livre finalement catalyser ça dans une forme évidemment facile à diffuser, facile à reproduire, mais qui était une coupure avec ce que j'appellerais univers auteur ou écosystème auteur, s'il fallait prendre un mot plus informatique, etc. Pour pas me perdre dans ce chemin d'une heure. Peu importe Beckett, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ce temps, ce qu'on appelle, nous, par exemple, c'est si on veut arriver à comment se défendre des réseaux sociaux. Est-ce que, dans la mesure où nos usages personnels, vous ne le savez pas tel que je suis là, mais depuis hier matin, je suis grand-oncle d'une gamine qui est née à Ouagadougou. Bon, j'ai pas été à Ouagadougou hier, saluer ma première petite nièce, non, je sais pas quoi, la fille du gamin de mon frère, bon, peu importe, on s'en fout complètement. Mais en même temps, hier, sur Facebook, cet événement me venait avec quasiment le temps réel de la maternité. Donc l'usage des réseaux sociaux, pour moi, il n'est pas quelque chose qu'on peut discuter comme ça en disant à Facebook et tout, ils nous espionnent, à Facebook et tout, etc. Non, c'est un fait donné qui hérite comme ça d'une tradition de ce qu'était par exemple le faire-part de naissance, il n'y en aura pas, c'était hier avec les photos Facebook qui circulaient, hérite comme ça d'évidemment la relation privée, pensez aux lettres de Madame de Sévigné à sa fille, et comment, par exemple pour Sévigné, là je mets peut-être un peu trop de choses, mais on y reviendra aussi, si on a le temps dans les 3 heures qui nous sont imparties, la littérature, qu'est-ce qu'elle est ? Sévigné, pour ce fait-là, c'est une communication, une lettre envoyée à sa fille qui est mariée, vous savez, à Grignan, donc avec une dizaine de jours comme ça de portage, mais on est à un moment où l'absolutisme de Louis XIV a fait que, malgré les guerres continuelles, les guerres peut-être pour la première fois, en schématisant un peu, mais pas tant que ça, si on pense au Piémont, à Turin et tout ça, se circonscrivent à des frontières extérieures. Lille, qui va être tour à tour en Flandre espagnole ou en France, etc., ça ne va pas arrêter. Strasbourg, idem. Mais globalement, un territoire sur lequel l'absolutisme se constitue par une police très efficace, mais du coup que le raccourcissement initié par la guerre, comme ça, des temps de transport et de ces choses-là, fait que la correspondance privée devient
trop massive pour que monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, d'Argenson ou d'Argenton, d'Argenson je crois, puisse espionner et ouvrir toutes les correspondances privées. Donc effectivement, la correspondance devient partiellement privée. Simplement, quand c'est Madame de Sévigné, que c'est une correspondance qui décrit les choses de la cour, il est évidemment hors de question qu'elle ne soit pas espionnable. Donc Sévigné, elle ne pourrait pas faire un livre. Un livre serait dans l'espace politique. Donc elle écrit à sa fille. Elle ne prend pas position, elle ne fait pas de politique. Elle dit à sa fille, hier il s'est passé ceci, avec l'histoire de Molière et des boutons. Mais vous savez tous, l'histoire de Molière et des 53 boutons, on ne va pas développer trop dans tous les sens. Et pourtant, qu'est-ce que c'est génial. Elle envoie, donc elle écrit quelque chose qui rend compte du pouvoir pris par la quotidienneté, pris par les petites choses de la vie parisienne, qui ne pourrait pas passer dans l'absolutisme tel que Louis XIV l'impose en créant sa police. Donc le temps quand elle fait sa lettre, elle est recopiée. La lettre recopiée par un nommé passe dans les mains d'un nommé Bussy-Rabutin, qui lui l'a fait recopier à 4 exemplaires, et 4 personnes vont la recopier à 4 exemplaires, ce qui fait qu'en gros, 2 jours après, Sévigné a été lu à haute voix par 80 exemplaires comme ça. Il ne faut pas exagérer. 20 ou 30 exemplaires qui ont été multipliés et lus à haute voix, et quand sa fille reçoit la lettre 10 jours après, le travail politique de Sévigné, lui, il y a longtemps qu'il est instauré. Pourquoi ce genre de choses? S'embêter avec ça un samedi après-midi, alors qu'il fait presque beau. Non, il ne fait pas si beau que ça, on est mieux là. Mais justement parce que dans ce cas-là, précisément, la notion de livre n'est pas du tout ce qui prime pour Sévigné. Elle n'écrit pas un livre. Par contre, elle requiert, évidemment, elle a une pleine conscience, vous allez lire tous ses contemporains, et Saint-Simon qui est pourtant qui est dur avec tous les autres, Sévigné est pour eux tous une écrivain. Mais c'est une écrivain qui n'écrit pas un livre, qui n'écrit pas vers un livre, et le livre ne pourrait pas parce qu'il serait dans une fonction politique, alors que garder cette circulation comme ça du support privé permet de lui donner son effectivité. Et en même temps, regardez comment ce truc-là initie sur tout le XVIIIe siècle et une large partie du XIXe, mais pensez par exemple aux grandes œuvres de Rousseau, comme la Nouvelle Héloïse par exemple, ou les liaisons dangereuses, c'est-à-dire comment précisément l'usage privé de la correspondance initie une forme littéraire majeure, le roman épistolaire, parce que, pourquoi le roman, quand vous lisez les liaisons dangereuses, qu'est-ce qui fait que ça marche? Peut-être pas quand on a les cheveux comme ça, et encore si, maintenant on apprécie la phrase, mais quand on le lit pour la première fois à 16 ou 18 ans et qu'on tombe dans cette espèce de truc plein d'histoires de cul, de coups de couteau et de machin, et d'adultère et de trucs, et c'est fantastique, c'est que précisément on arrive à se reconstruire un extérieur du monde, et pourtant il y a très peu dans les liaisons dangereuses. Vous n'avez pas d'objets, vous n'avez pas de meubles, on ne sait pas la couleur des choses. Quand on veut travailler sur le XVIIe siècle, sur quoi on s'appuie? On travaille sur les inventaires après décès. Là encore, j'ai l'air de mettre un peu trop de bazar. Juste dehors, il y a un vide-jardin, et ça m'a un peu travaillé la tête. Qu'est-ce que ce serait un vide-jardin de la littérature numérique? Mais quelque part, pour moi, je me dis que la seule chose importante, y compris à partager, c'est ça, d'aller réouvrir ces petites boîtes-là. Que si on les rouvre, on est plus près de ce lien qui est quand même extraordinaire de la notion de publication, c'est-à-dire ce que j'écris pour moi, ce que j'écris pour une personne à qui je m'adresse par une lettre close, scellée à la cire, ou tout ce que je veux, ou ce que je mets comme ça dans l'espace public, une triangulation qui existe toujours dans nos usages, même si les frontières de ces usages avec Facebook ou Twitter, etc., modifient ces frontières et qu'on a, nous, à prendre en charge, là, un déplacement de frontières. Et pour moi, ces questions-là, donc qui touchent beaucoup plus au site web, à nos usages numériques en tant que tels, qu'à la notion comme ça de livre imprimé, et quelque chose qui finalement reste plus traditionnel, c'est-à-dire je prends mon Kindle, j'ai pas besoin, je peux évidemment envoyer un mail, je peux envoyer
je peux prendre une citation et la partager à des amis via Twitter, etc. Mais en même temps, je reste comme ça dans un objet qui, le temps de ma lecture, est séparé du web. Si je lis sur l'iPad, c'est plus compliqué parce que en même temps que j'aurai ma surface de lecture, dans la posture même, après je refermerai toutes les parenthèses, j'essaierai, mais pour moi, toutes ces questions sont... si Manuela me fait la grâce de me réinviter dans 10 ans, on y verra plus clair. Mais en ce moment, pourquoi on est complètement dans l'incapacité de voir une pensée synthétique, évidemment. Mais prenez par exemple... il suffit que si je vous le dis, en 30 secondes, vous aurez de combien d'images vous êtes dépositaire de peintures, de photographies, de gens qui lisent. Quand vous marchez dans la bibliothèque à côté, vous n'êtes pas surpris des postures des corps qui lisent. Par contre, tiens, tout à l'heure, j'ai remarqué, il y a des très beaux sièges pour être dans la salle de presse, pour être assis près du sol. Mais dans les salles d'études, on ne s'assoit pas près du sol. C'est réservé à la presse. C'est ce genre de petites symboliques comme ça, qui n'ont pas d'importance. Mais je connais d'autres bibliothèques, par exemple, celles qu'il y a des gens comme Victor Hugo, Rainer Maria Rilke, ne pouvaient écrire que debout. Nietzsche n'écrivait qu'en marchant. Il disait qu'une pensée qui ne lui venait pas en marchant, n'était pas rédigée comme ça en marchant, n'était pas une pensée digne d'être mise par écrit. C'est que Baudelaire refusait d'avoir chez lui une table et s'engueulait avec Jeanne Duval, parce que pour Jeanne Duval, une table aurait bien été commode. Mais Baudelaire ne voulait pas être tenté par une table. Et pour lui, il y avait cette mémorisation, bon, peu importe, on s'en fiche. Mais ces notions de posture, prenez par exemple dans la sculpture du XIVe siècle, toutes ces vierges avec... Enfin non, pardon, toutes ces nativités, ces figures de mère à l'enfant, où systématiquement, à côté de la mère qui tient l'enfant, il y a le livre dedans. C'est un livre de pierre, un livre de bois. On en a comme ça du XIIIe, du XIVe siècle. Et nous, 7 siècles après, on reconnaît immédiatement, des magnifiques au musée de Cluny, par exemple, en bois du XIIIe siècle, que c'est un livre avec les pages, etc. Que j'aille pas me perdre là-dedans. La posture de lecture, par exemple, là récemment, ces machins-là, l'usage tend à les appeler des liseuses, au féminin. Et au XIXe siècle, la liseuse, vous savez que c'était simplement un tout petit canapé individuel qui était mieux qu'un fauteuil parce qu'on pouvait allonger les jambes et qui était un meuble destiné à lire. Et donc, il y avait des grosses discussions sur Internet, quoi, vous donnez ce mot passéiste de liseuse à un objet comme ça, et pourquoi le mettre au féminin alors qu'on dit un lecteur CD, etc., etc. Restons sur un petit rail comme ça, puis je reviendrai après tout ça. Comment vous tenez ça ? Par exemple, ça c'est un outil. La première fois que je l'ai vu, moi, c'était en avril 2010. On l'attendait depuis un moment. Et Steve Jobs, paix à son âme, il y a un an pile qu'il est mort aujourd'hui, avait mis toute une gamme de publicités où on voyait des gens en chaussettes, tout le symbole de l'intérieur, de la désoccupation, chez eux, sur un canapé, à lire, mis allongé, comme dans la liseuse du 19e siècle, l'iPad. Ça veut dire que sur ce truc-là, ce qu'on lisait, c'est la posture et le temps canapé. Donc un temps, les chaussettes, hors comme ça de la concentration et la densité. Ça veut dire qu'un espace venait de loisirs, loisirs compatibles avec le culturel. Mais ça, n'importe quel bouquin de sociologie nous apprend que ça fait une trentaine d'années, disons 40 ans, ça commence à éclore ce concept dans les années 70, à se séparer. Par exemple, la littérature se sépare d'une notion d'art pour devenir comme ça objet de grande consommation. Il y a eu des objets de grande consommation, il y a eu de la littérature populaire et tout ça bien avant, mais ça devient un autre archétype comme ça de la diffusion, de la fabrication littéraire. Là, c'est secondaire pour nous et je ne m'en occupe pas, mais c'est un objet qui est fait pour être sur son canapé, et c'est fascinant parce que vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez lire votre journal, vous pouvez ouvrir votre navigateur et aller trouver des choses extrêmement pointues et complexes concernant le web. Vous pouvez évidemment revenir à vos usages d'email ou vos usages de Facebook ou de Twitter, etc., les réseaux que vous pratiquez, mais a priori, la lecture dense ou de Saint-Augustin, c'est pas comme ça qu'elle se pratique.
Donc évidemment, après, on trouve des gens qui vous vendent des petits docks dans les supermarchés pour le mettre comme ça dans une posture lutrin, à l'oblique, comme une invention du Moyen-Âge, et que vous ayez comme ça un rapport d'étude à quelque chose qui, dedans, va être un objet livre. En même temps, où on en est comme ça dans ce truc-là. La différence entre ces deux pacotilles, c'est que vous savez, celle-ci, donc il s'agit d'encre électronique, donc d'une petite pellicule fine de plastique, pellicule qui doit faire 15 microns si je ne me trompe pas, dans lesquelles des toutes petites billes de plastique à face noire et blanche vont pouvoir être orientées par des champs électriques très précis, de façon à présenter leur face blanche ou leur face noire. Ce qui veut dire qu'on va avoir, si tu veux bien te réveiller Kindle, un fond blanc qui n'est jamais blanc, parce que dans le livre, vous savez, il n'y a jamais eu de page blanche dans aucun livre du monde, ce serait impossible à supporter visuellement, sur lesquels les caractères ont une stabilité, parce qu'une fois que les petites billes ont pris leur place blanche et noire, elles ne bougent plus, et donc vous pouvez le lire avec le confort d'un livre. En même temps, quand vous changez la page, et ça va très vite, vous voyez, c'est juste mais le geste de la tourne, est-ce qu'il était important, ce geste de la tourne ? Oui, il est important pour les typographes. Il y a des textes qui datent du temps de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où à ce moment-là, parce qu'on apprend à maîtriser l'imprimerie de façon fine, ils savent que, par exemple, l'attention dans le premier quart en haut à gauche de la page est quelque chose qui est de toute façon plus déterminant, même dans les pages où il n'y a pas de titre. C'est-à-dire que l'œil va toujours s'ancrer sur le haut de page pour repérer ce qui se passe en gros. Là, par exemple, tout de suite, je sais qu'il y a 2 paragraphes et instinctivement aussi, dès que je commence à lire en linéaire, je vais pouvoir mesurer à peu près, je sais où va s'arrêter la phrase. C'est-à-dire ce rythme de surface, c'est quelque chose qui est intégré par la typographie, évidemment même depuis... pas entrer dans trop de détails, mais qui existait déjà en gros dans les enluminures et les manuscrits médiévaux, mais qui est en gros, au moment de Diderot et d'Alembert, se fait le passage à la typographie moderne. En même temps, toutes les 4 ou 5 pages, cette bestiole va avoir besoin de rafraîchir son cache, c'est-à-dire de faire en sorte que les petites billes noires et blanches se souviennent de leur position, et donc elle va vous mettre une choc. Là, j'ai eu un flash noir d'une dizaine de secondes. Quelle est cette importance comment nous, ce flash noir, comment on le gère mentalement? C'est des choses qu'on ne sait pas encore trop. Si vous regardez cette page, vous ne la voyez pas d'ici, mais c'est peut-être ce genre de machine. Amazon, par exemple, a choisi de ne pas travailler la césure. Ils ne coupent pas les mots. Par contre, ils ont un algorithme de gestion fine des blancs qui permet qu'on ne s'aperçoive pas de la petite taille des mots. Du fait que les mots ne sont pas coupés en bout de ligne. Par contre, évidemment, si je dispose cette fonction-là, où évidemment on change complètement de paradigme, c'est-à-dire que dans le livre, le travail du typographe est fixe, et vous, lecteurs, lisez le travail du typographe en même temps que vous lisez le récit. Vous abordez le récit par sa scénographie typographique. Là, on vous remet à vous la typographie. C'est-à-dire c'est vous qui choisissez, selon les conditions où vous êtes, de plein soleil, selon le texte, si c'est de la poésie, si c'est un thriller ou tout, de dire, tiens, je veux le lire en très très gros caractères. Et si je le lis en très gros caractères comme ça, là vous voyez que le fait de ne pas avoir de césure des mots devient complètement insupportable pour entrer comme ça dans le plaisir plastique d'une phrase. Et là, vous voyez, ces emboîtements, ils sont là. Pour moi, le défi, un petit peu, aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire, c'est comment, dans la mesure, on peut dire, la lecture numérique est une insulte au livre traditionnel parce qu'elle remet la typographie au lecteur, là où précisément c'était le travail de la maison d'édition de l'établir, avec des choses très savantes, très complexes, ou se dire comment je prends en compte ces techniques-là pour restituer une invention typographique par les codes, par la complexité des petits codes où on va pouvoir régler le moindre chose comme ça et on apprend à le faire, pour que le confort de lecture sur ces engins-là
reviennent au niveau du livre traditionnel. Mais en même temps, la nouveauté, vous savez que là encore, si je vous saoule trop, vous me direz, mais je vous assure qu'au bout d'une heure, Manuela m'arrête. Mais le paradoxe là aussi, se dire par exemple, ce truc-là, il y a plusieurs modèles. Il y a Fnac qui en vend un qui s'appelle Kobo, parce qu'ils avaient essayé de faire le leur et ça n'a pas marché. Et Kobo s'est fait en fait par une boîte canadienne qui a été rachetée il y a quelques mois par un géant de l'électronique japonais, Ratsuko, un nom comme ça, ou Harakuto, un nom comme ça. Mais ce qui veut dire que dans là même où nous on se dit tiens, un acteur français, la Fnac vient en opposition à Amazon, ben c'est pas si simple que ça. Il y a une seule usine qui fabrique ces films plastiques. Tout à l'heure je vais commencer sur ces films plastiques. Une petite feuille de 15 microns, c'est rien du tout. Donc en gros, qu'est-ce qui fait que ce truc, comment ça marche et pourquoi ces trucs-là pour moi sont bâtards? Vous rajoutez dessus une plaque rigide. Parce que sinon on sait faire des livres électroniques souples qui s'enroulent, qui se plient, qui se mettent dans la poche, mais qui restent évidemment encore très fragiles. Donc on la double de la plaque résistive qui permet comme ça, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ou 3 ans, de dire j'ai le même rapport physique qu'au livre, c'est-à-dire qu'un geste comme ça du doigt entraîne le changement de texte et restitue une unité de page. En même temps, cette page, selon la taille des caractères, mon livre va faire 80 pages ou 400 ou 2000, et c'est complètement indifférent. Est-ce que nous, dans notre tête, on est prêt, là ça s'appelle page numérique, à abandonner le concept de page? Ça aussi, on pourrait faire une incise là-dessus. Et en même temps, parce que cette plaque résistive, elle est fragile aussi parce qu'elle est rigide, on met une coque de plastique qui assure non pas la protection de la page, etc., etc. Parce que qu'est-ce qu'il y a de logé principalement là-dedans? C'est la batterie. On s'en fout de tout ça. Le seul danger, par contre, c'est de dire un objet comme ça qui impose une technologie. Dire, par exemple, si je ne le recharge pas sur mon ordinateur, en gros, une fois tous les 8-10 jours, l'appareil sera noir et je serai privé de ma lecture. Mais se dire, est-ce qu'il y a eu une seule période dans l'histoire du livre où le livre lui-même n'a pas été une technologie extrêmement complexe, et où paradoxalement même, la plus haute complexité qu'on ait atteint du livre traditionnel, c'était dans le livre de poche. Je ne sais pas, une fois que je vous embête avec l'iPad à côté. Par exemple, en ce moment, ils se sont fait un peu pris de court parce que dans cette idée comme ça de Steve Jobs de dire je lis la vidéo, c'est-à-dire dans mon usage, dans l'endroit où je me mets seul pour avoir rapport au monde par une représentation. Ça, c'est le premier cristal. Ce cristal, il a toujours je sais pas, cristal, c'est peut-être pas le bon mot. Espèce de figure comme ça, de germe ou de figure noyau. Ce truc-là a, disons, existé depuis les tablettes d'argile, depuis les empreintes du sceau. On pourrait aussi faire... Enfin,